Attaque israélienne massive contre l'Iran, visant le programme nucléaire iranien, tuant des dirigeants militaires et des scientifiques. Israël a lancé l'opération Lion-Levant. Cette opération se poursuivra aussi longtemps qu'il le faudra pour éliminer cette menace. L'Iran riposte en frappant des centres urbains en Israël après qu'Israël a lancé des frappes aériennes ayant tué des dirigeants militaires iraniens et paralysé des installations nucléaires clés. Le guide suprême de l'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, est en fuite. Parce qu'Israël vient de réussir ses assassinats les plus audacieux et dévastateurs à ce jour. En quelques frappes de précision, Israël a éliminé tout l'état-major militaire iranien et a neutralisé plusieurs de ses principaux scientifiques nucléaires. Parmi les morts figure le chef d'état-major des forces armées iraniennes, le commandant du corps des gardiens de la révolution islamique et le commandant du commandement d'urgence iranien. Avec la direction décapitée, les forces armées iraniennes sont totalement perdues. Même le guide suprême Khamenei est erré dans la clandestinité, terrifié à l'idée d'être le prochain. Sous le nom de code Opération Lion-Levant, plus de 200 avions de chasse israéliens ont frappé plus de 100 cibles soigneusement choisies, avec au moins 330 munitions guidées de précision. L'Iran n'a pas subi un coup d'une telle ampleur depuis la guerre Iran-Irak des années 80, brisant la conviction de Khamenei que Téhéran était intouchable. Au-delà des hauts commandants militaires iraniens, Israël a également frappé plusieurs installations nucléaires, ainsi que des scientifiques clés qui alimentèrent les ambitions nucléaires de l'Iran. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a justifié l'assaut comme une nécessité préventive, invoquant des renseignements, selon lesquels l'Iran était à seulement quelques mois de la capacité nucléaire, et amassait des missiles capables de tuer des millions de personnes, même sans ogive nucléaire. Pour Jérusalem, c'était un moment décisif, une occasion unique de paralyser le programme nucléaire iranien, et de démanteler la machine des gardiens de la révolution en même temps. Avant de continuer, nous avons besoin de votre aide. Récemment, nos vidéos ont été censurées par l'algorithme, donc si vous pouvez cliquer sur les boutons j'aime et s'abonner, cela aide vraiment la vidéo sur YouTube. Les gardiens de la révolution islamique, aussi appelés corps des gardiens de la révolution islamique, sont la force paramilitaire d'élite de l'Iran. Fondée après la révolution islamique de 1979 en Iran et choisie par l'ayatollah Ali Khamenei, le but principal des gardiens de la révolution a toujours été de protéger la révolution, le guide suprême et le régime islamique, même contre les menaces internes. Au fil du temps, il est devenu une force de combat autonome avec ses propres troupes terrestres, escadrons navals, une branche aérienne et un appareil de renseignement, rivalisant avec le ministère du renseignement. Il supervise aussi le programme militaire balistique et la flotte de drones de l'Iran. Le corps des gardiens de la révolution islamique est rendu encore plus dangereux par ses réseaux de force par procuration. Il finance et contrôle des groupes comme le Hezbollah au Liban, les Houthis au Yémen, les milices chiites en Irak et le Hamas à Gaza. Chacun de ces groupes par procuration sert de bras à la défense avancée de l'Iran, déstabilisant Israël et d'autres intérêts occidentaux, sans que Téhéran déploie ses propres soldats. Le corps des gardiens de la révolution islamique a bâti un empire de l'ombre au Moyen-Orient. Dans les conflits de la région hostile à Israël et à l'Occident, on trouve presque toujours un lien avec le corps des gardiens de la révolution islamique, que ce soit par l'armement, la formation, la planification ou le financement. Au lieu de traquer ces groupes un par un pendant des années, Israël a directement visé la haute direction du corps des gardiens de la révolution islamique, la source du pouvoir. Tout en haut se trouvait le général de division Hossein Salami, commandant en chef depuis 2019, et le lieutenant le plus proche et le plus digne de confiance du guide suprême Khamenei. Salami était le cerveau derrière la posture régionale agressive de l'Iran. Une fois qu'il a pris le commandement, les gardiens de la révolution ont redoublé d'efforts dans la guerre par procuration. Salami a injecté des centaines de millions de dollars et des armes avancées dans les arsenaux du Hezbollah. Il a aussi assisté les forces Al-Quds à accroître leurs opérations en Syrie et en Irak. Au Yémen, sous les ordres de Salami, des essaims de drones d'attaque sans équipage ont frappé des cibles stratégiques, des installations militaires aux navires commerciaux en mer Rouge. Il a supervisé les programmes qui menaçaient la frontière nord d'Israël et ciblaient les forces américaines au Moyen-Orient. Salami a plusieurs fois menacé d'effacer Israël de la carte, avertissant que l'Iran est prêt à la guerre. Ironiquement, Salami était convaincu qu'Israël n'oserait jamais attaquer l'Iran. Apparemment, quelques heures seulement avant l'attaque, il aurait tourné en dérision les menaces d'israéliennes. Pourtant, Salami est allé se coucher jeudi soir, tué par un missile qui a frappé son lit. Selon les médias d'État iraniens, il était l'une des rares cibles principales visées lors de la première vague de frappes aériennes israéliennes. La frappe de missile a été si précise et dévastatrice que Salami et plusieurs de ses gardes du corps sont morts sur le coup. Des images de Téhéran montraient son immeuble avec les derniers étages complètement éventrés. La mort de Salami
a déclenché des célébrations parmi de nombreux Iraniens, car il était brutal envers les adversaires étrangers et impitoyable envers ses propres citoyens. Depuis 2019, Salami avait violemment réprimé manifestants, journalistes, militants et opposants politiques. Des centaines d'Iraniens ont été tués, des milliers blessés et beaucoup arrêtés ou ont disparu sous sa surveillance. Cependant, la mort du général Salami prive les gardiens de la révolution de leur leader clé à un moment crucial. Bien que Téhéran ait rapidement nommé le général vétéran des gardiens de la révolution, Ahmad Vahidi, comme remplaçant temporaire, les décennies d'expérience sur le champ de bataille, la réflexion stratégique et l'autorité personnelle de Salami ne seront pas facilement remplacées. Plus important encore, Salami bénéficiait de la confiance et de l'estime absolue du guide suprême, l'ayatollah Khamenei, qui appréciait sa loyauté sans faille et sa position intransigeante. Pourtant, en ce moment, la perte de Salami pourrait bien être le moindre des soucis de Khamenei. Cette frappe audacieuse d'Israël ciblant directement l'ayatollah, une première, suggère que toutes les règles pourraient être remises en question. Après tout, s'il a été aussi étonnamment facile d'éliminer le troisième homme le plus puissant d'Iran, alors Khamenei doit sûrement s'inquiéter de savoir s'il pourrait être le prochain. Avec Salami, le général de division Gholam Ali Rashid, stratège militaire iranien légendaire et commandant du quartier général central Khatam al-Anbiya, centre névralgique de l'Iran pour la planification de la guerre, les opérations militaires et la coordination stratégique entre toutes les branches des forces armées, a également été tué. Si l'Iran devait jamais entrer en guerre ou orchestrer des opérations militaires à grande échelle, Rachid aurait été l'homme chargé de diriger l'ensemble de l'effort. Ce qui distinguait vraiment Rachid, c'était ses longues années d'expérience au combat. Il était l'un des rares hauts commandants, survivants de la guerre Iran-Irak de 8 ans dans les années 1980. Rachid, aux côtés de chefs légendaires des gardiens de la révolution comme Qassem Soleimani, s'est forgé une réputation redoutable parmi l'élite militaire iranienne. Sa connaissance directe à la fois de la guerre conventionnelle et des tactiques asymétriques était inégalée, faisant de lui une véritable mémoire vivante de l'histoire militaire, de la stratégie et du savoir-faire institutionnel. Lorsque les missiles israéliens ont commencé à s'abattre sur Téhéran, Rachid se trouvait apparemment chez lui, ignorant l'attaque jusqu'à ce qu'il soit trop tard. L'Iran se retrouve maintenant incapable de riposter efficacement, même s'il le souhaitait, ayant perdu son principal stratège. Rachid était l'architecte de la coordination minutieuse des attaques synchronisées contre Israël, alignant les actions militaires de l'Iran avec celles de ses alliés régionaux et milices supplétives, générant une pression maximale et semant la confusion sur plusieurs fronts. Sans Rachid aux commandes, mener à bien de telles attaques complexes sur plusieurs fronts est quasiment impossible. Pire encore, Rachid était un lien crucial entre l'armée régulière iranienne et les forces d'élite des gardiens de la révolution. Historiquement, ces deux forces militaires opéraient sous des commandements séparés, causant rivalité interne et décisions fragmentées. Rachid, depuis son poste de commandement à Khatam al-Anbiya, était le ciment qui maintenait ces factions unies, comblant les divisions internes, apaisant les tensions et assurant des opérations cohérentes et unifiées. Mais avec la mort de Salami et Rachid, les deux forces cherchent désespérément leurs prochains ordres. En plus des attaques étrangères, l'Iran pourrait également faire face non seulement à une confusion immédiate et à la paralysie de son armée, mais aussi au risque bien réel de lutte de pouvoir interne et de conflits au plus haut niveau de son établissement de défense. Tant qu'un successeur aussi respecté, expérimenté et digne de confiance n'émergera pas, l'armée iranienne risque de rester durablement divisée, incapable de riposter de manière coordonnée et efficace contre Israël. Normalement, l'Iran se tournerait vers son chef d'état-major des forces armées, le général-major Mohammad Bagheri, mais Israël l'a aussi éliminé. Bagheri était le plus haut gradé militaire d'Iran, la principale figure chargée de coordonner l'armée, la marine, l'armée de l'air et les gardiens de la révolution, tous placés directement sous l'autorité du guide suprême. Il a aussi été ciblé lors de cette première vague d'attaques de précision qui a tué les généraux-majors Salami et Rachid. Tout comme Salami et Rachid, Bagheri a joué un rôle essentiel dans la modernisation des capacités militaires iraniennes. Il a supervisé des programmes ambitieux pour développer des technologies avancées de drones et de missiles indigènes, renforçant l'influence régionale de l'Iran et donnant à ses dirigeants la confiance stratégique pour rapprocher l'enrichissement de l'uranium du niveau nécessaire aux armes nucléaires. Bagheri a aussi dirigé la diplomatie, forgeant des partenariats militaires clés avec la Russie et la Chine, renforçant considérablement la puissance et l'influence géopolitique de l'Iran. Sans le leadership de Bagheri, la coordination entre l'armée régulière, la marine, les forces de défense aérienne et les gardiens de la révolution islamique, corps des gardiens de la révolution islamique, est grandement affaiblie.
Malgré l'autonomie fréquente des gardiens de la révolution islamique, corps des gardiens de la révolution islamique, les décisions cruciales de défense nationale étaient finalement prises au bureau de Bagheri. Le guide suprême Khamenei s'appuyait souvent sur l'expertise militaire, la vision stratégique et les conseils judicieux de Bagheri. Mais désormais, en seulement quelques heures dévastatrices et des frappes de précision, toute la hiérarchie militaire de l'Iran a été effectivement décapitée. Seuls des subalternes inexpérimentés et un guide suprême agissant dans la peur, dépendant désespérément de ses subordonnés pour exécuter ses ordres, sont encore aux commandes. En plus de ces 3 principaux commandants, des dizaines d'autres hauts gradés iraniens ont aussi été ciblés et tués. Parmi ceux qui auraient été tués figure le commandant de la force Quds d'élite du corps des gardiens de la révolution islamique, le général de brigade Esmail Kahani, le commandant de la force aérospatiale, le général de brigade Amir Ali Hajizadeh, le commandant de la marine du corps des gardiens de la révolution islamique, l'amiral Ali Reza Tangsiri, et le commandant des forces terrestres, Mohammad Pakpour. Selon un rapport, plus de 20 hauts commandants ont péri lors d'une frappe contre un centre de commandement clé du corps des gardiens de la révolution islamique. Et ce n'est qu'un des nombreux sites ciblés. En bref, l'ampleur des dégâts infligés à la haute direction militaire iranienne est dévastatrice, et il pourrait être impossible d'y remédier complètement. Israël n'a pas seulement décapité la hiérarchie militaire iranienne, ils ont également éliminé systématiquement presque tous les remplaçants potentiels, paralysant ainsi la capacité du corps des gardiens de la révolution islamique à se réorganiser et à réagir rapidement. Du point de vue du guide suprême Khamenei, ces hommes étaient des piliers de la République islamique. Beaucoup d'entre eux étaient ses protégés, ou des camarades des jours révolutionnaires. Khamenei a toujours compté sur les gardiens de la révolution pour imposer sa volonté, à la fois à l'extérieur pour projeter la puissance et à l'intérieur pour réprimer la dissidence. Maintenant, il ne lui reste guère d'autre choix que de rassembler désespérément un commandement fonctionnel avec ceux qui restent. Comme mentionné précédemment, Netanyahou a justifié cette attaque massive en insistant sur la nécessité d'empêcher l'Iran de développer des armes nucléaires. Ainsi, parallèlement aux frappes contre les installations militaires iraniennes et les hauts commandants, Israël a également lancé une vague coordonnée d'assassinats visant les scientifiques nucléaires d'élite iraniens et les principales installations nucléaires. Il est important de noter qu'Israël a déjà ciblé des experts nucléaires iraniens par le passé. Au cours des 15 dernières années, plusieurs scientifiques nucléaires iraniens sont morts dans des attentats à la voiture piégée ou assassinés par le Mossad, l'agence de renseignement israélienne, dans des circonstances mystérieuses et violentes. Mais cette fois, c'était une annihilation totale. Jamais auparavant, Israël n'avait réussi à éliminer autant de grands experts nucléaires en une seule fois. 6 scientifiques nucléaires iraniens de haut niveau ont été tués jusqu'à présent, dont 2 étaient des cibles particulièrement cruciales. Dr Feredoun Abbasi Davani et Dr Mohammad Mehdi Teranchi. Le Dr Feredoun Abbasi Davani était un physicien nucléaire iranien éminent et expérimenté. Docteur en physique nucléaire de l'université Shahid Beheshti, Abbasi était très impliqué dans la recherche iranienne sur l'enrichissement de l'uranium. Selon les services de renseignement occidentaux, il aurait même contribué à des études sur une possible militarisation nucléaire. Ce n'était pas la première tentative d'assassinat contre Abbasi. En 2010, le 29 novembre, il a survécu à une tentative d'assassinat lorsque des assaillants à moto ont fixé une bombe directement sur sa voiture à Téhéran. Une attaque coordonnée qui a tué un autre scientifique nucléaire, Majid Shahriari, le même jour. Abbasi a échappé de justesse en sautant du véhicule juste avant l'explosion, blessé mais vivant. Après cette expérience proche de la mort, l'influence d'Abbasi s'est accrue. De 2010 à 2013, il a dirigé l'Organisation de l'énergie atomique d'Iran, supervisant des étapes clés de l'enrichissement de l'uranium et du développement des technologies nucléaires. Plus tard, il s'est tourné vers la politique. Abbasi incarnait la détermination de l'Iran à faire avancer son programme nucléaire, malgré les sanctions et le sabotage. Selon la télévision d'État iranienne, le docteur Abbasi, sa femme et son enfant ont été assassinés à leur domicile. La mort d'Abbasi représente à la fois un coup scientifique et symbolique pour l'Iran. L'un des principaux experts nucléaires du pays a été brutalement éliminé juste devant sa propre famille. L'autre scientifique éminent identifié publiquement par les médias iraniens était le docteur Mohammad Mehdi Teranchi. Teranchi était aussi un éminent universitaire, ayant été doyen du département de génie nucléaire à l'université Shahid Beheshti. Comme Abbasi, Teranchi était profondément impliqué dans des recherches nucléaires cruciales, ce qui faisait de lui une autre cible clé. Lui aussi a été tué la même nuit, probablement par une autre frappe de précision ou un assassinat ciblé chez lui. Selon des rapports, plusieurs autres ingénieurs et spécialistes nucléaires de haut niveau ont aussi été ciblés en même temps.
Les médias iraniens ont confirmé au moins 2 autres noms de haut niveau parmi les victimes, le docteur Abdulhamid Minoucher et le docteur Ahmadreza Zolfagari, tous 2 experts chevronnés affiliés à des installations prestigieuses d'ingénierie nucléaire. Les assassinats de hauts responsables militaires et de scientifiques nucléaires iraniens, survenus à quelques heures d'intervalle, révèlent l'exceptionnelle profondeur du renseignement et de la planification stratégique d'Israël. Clairement, l'objectif d'Israël allait au-delà de la simple destruction d'infrastructures nucléaires physiques, comme la centrale d'enrichissement de Natanz, lourdement endommagée. Au lieu de cela, ils ont délibérément ciblé l'expertise humaine spécialisée, les scientifiques nucléaires, les ingénieurs et les planificateurs stratégiques, qui pouvaient rapidement reconstruire ou contourner ces dégâts matériels. En éliminant à la fois les fondations physiques et intellectuelles, Israël a effectivement paralysé la capacité de l'Iran à se rétablir rapidement ou à reprendre ses ambitions nucléaires. Sans surprise, l'Iran a condamné ces assassinats comme des crimes de guerre flagrants, notant que de nombreuses frappes ont touché des immeubles résidentiels, entraînant inévitablement des victimes civiles, puisque les missiles visaient directement les domiciles de figures clés. Malgré l'indignation internationale et les contestations juridiques qui persisteront longtemps, tactiquement, Israël a atteint son objectif principal. Si l'Iran intensifie l'escalade, Israël a déjà envoyé un avertissement clair sur les conséquences possibles. L'assassinat du guide suprême lui-même. L'ayatollah Ali Khamenei fait maintenant face à la plus grande crise de ses 36 années de règne. Son régime n'a jamais connu une perte aussi écrasante d'un seul coup. Et en interne, cela ne pouvait pas tomber à un pire moment pour le guide suprême. Au cours des dernières années, l'Iran a bouillonné de frustration et de colère généralisée. Les grandes manifestations nationales de 2019 et 2020, provoquées par la hausse soudaine des prix du carburant et un ressentiment profond envers la corruption gouvernementale, ont été violemment réprimées par la milice Basiji, du corps des gardiens de la révolution islamique, causant des centaines de morts et des milliers d'arrestations. En 2022, le régime a fait face à des manifestations inédites, menées par des femmes, déclenchées par la mort tragique de Mahsa Amini, sous la garde de la police des mœurs iraniennes. Le régime, confronté à une crise de légitimité auprès de la population, s'appuyait fortement sur le corps des gardiens de la révolution islamique et ses services de renseignement pour réprimer violemment et maintenir l'ordre. Cependant, avec la mort de tous les dirigeants, les manifestations réprimées pourraient vite redevenir des protestations nationales. De nombreux citoyens, même ceux qui soutenaient auparavant le régime ou y étaient indifférents, expriment colère, humiliation et frustration face à l'échec dramatique de leurs dirigeants à protéger le pays. Pour les opposants au régime, cette crise est cependant une raison de célébrer discrètement. Des médias d'opposition basés à Londres, comme Iran International, ont rapidement relayé les affirmations israéliennes selon lesquelles la direction militaire iranienne a été totalement décapitée, y voyant une preuve évidente de la faiblesse et de l'incompétence du régime. Khamenei est probablement conscient de cette dynamique. Ceci explique pourquoi, dans une déclaration télévisée, il a juré qu'Israël subirait une punition sévère pour ce qu'il a qualifié de crimes graves. Il a fait de son mieux pour projeter de la force et de la détermination, avertissant qu'Israël s'était préparé un sort amer et douloureux et qu'il le recevrait certainement. Mais vous et moi savons à quel point la situation en Iran est grave actuellement. La hiérarchie militaire de l'Iran est en plein chaos, son programme nucléaire est paralysé, et les commandants et scientifiques les plus puissants du régime sont morts. Peut-être que la pire trahison vient de la Russie et de la Chine. Moscou et Pékin avaient tous 2 promis un soutien indéfectible à l'Iran, mais à l'heure où Téhéran a le plus besoin d'eux, ils sont introuvables. Cette trahison est dévastatrice car le régime de Khamenei comptait énormément sur leur soutien diplomatique et militaire. Israël bénéficie du soutien des États-Unis, de l'Allemagne, de la France, de l'OTAN et de l'Union européenne, qui appuient tant que ses actions et défendent son droit de neutraliser la menace nucléaire iranienne. La riposte sera donc difficile pour Khamenei. Il doit peser sa réponse avec soin. Choisir des actions assez fortes pour rassurer les fidèles et satisfaire les appels à la vengeance des ultra-conservateurs, tout en les calibrant prudemment pour éviter une guerre totale que l'Iran ne peut pas mener actuellement, ce qui pourrait aussi mener à son arrestation. En réalité, la meilleure et peut-être la seule option réaliste qui reste à Khamenei maintenant est la voie diplomatique. Pour éviter une humiliation supplémentaire ou l'effondrement du régime lors d'un conflit prolongé, la meilleure option est probablement de parvenir à un nouvel accord avec les États-Unis et les alliés occidentaux sur les ambitions nucléaires de l'Iran.